vice-versa. C'est-à-dire les gens du cinéma traditionnel, comme j'en parlais en début de vidéo, qui ont décidé de faire du scandale et du coup de faire parler d'eux parce que leur carrière était un petit peu au point mort, parce qu'ils voulaient qu'on parle plus d'eux dans les médias et dans les réseaux sociaux. Euh, Évidemment, ça reprend un petit peu le thème de ce que j'expliquais en introduction. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux braquer une banque, tu peux faire n'importe quoi, à partir du moment où tu t'excuses, ça va quasiment passer. Mais dès qu'on touche tout ce qui est sexuel, etc., alors ça c'est subversif. Et c'est sûr qu'on va parler beaucoup plus de toi que si tu as écrasé quelqu'un en voiture, quoi. Si tu as écrasé quelqu'un en voiture, on va parler de toi un petit peu. Je pense à Matthew Broderick notamment, qui avait eu un accident au Royaume-Uni il y a très très longtemps. Et en tout cas, mais c'était un accident d'auto, mais quand même, il n'était pas, en tout cas, il était pas dans son droit. Bref, il s'était trompé de voie, vu que c'était un Américain, et il a fait une collision frontale. Mais quand tu as ton permis de conduire, tu es censé connaître le code de la route, y compris quand tu changes de pays. Donc, bon, en tout cas, peu importe. Lui, c'était peut-être plus un accident qu'autre chose. Mais c'est ça, on va en parler un peu et on va tout de suite oublier. Par contre, si tu fais une vidéo à scandale, de type sexuel par exemple, ben ça, on va en parler, puis on va en parler longtemps, quoi. Parce que tu peux pas faire ça. Et je pense notamment, je vais rebondir là-dessus, avant de parler de tous ces gens-là, de Harvey Weinstein, avec le scandale qu'il y a pu avoir sur lui. C'est un gars quand même, on l'a su après, et c'est pas très étonnant, qui sévissait de cette manière-là à Hollywood depuis des décennies. Depuis qu'il avait commencé sa carrière, c'était comme ça, quoi. Il faisait chier toutes les actrices et c'était comme ça. Et il fallait que tu fermes ta gueule, et c'est tout. Donc je suis un petit peu vulgaire. Donc c'est ça. Et là finalement, vu que ça avait explosé sur les réseaux sociaux, la justice a embarqué là-dedans et le gars, sa carrière, ça a fini dans les égouts, quoi. C'est terminé, il fera plus jamais rien. C'est fini pour lui. Et c'est bien, quelque part, parce que c'est un prédateur quand même. C'est quand même une mauvaise personne à la base. Mais sans l'étouffer, on n'en parle pas. Ça reste un petit peu en dessous. C'est comme une normalité à Hollywood. Donc, parallèlement à ça, on va faire des films scandaleux parce qu'on va parler de nous. Donc, on va se mettre dans des situations dites, voilà, dans le lit. Donc, je vais t'en citer quelques-uns. C'est assez drôle quand même. Je vais commencer avec Dustin Diamond. Je ne sais pas si tu connais ce gars-là. C'est le gars qui jouait le rôle de Screech dans Saved by the Bell, la série télévisée qui avait été diffusée entre 1989 et 1993. Je me souviens qu'il y avait Zach dedans, c'était le héros. C'est une série que je regardais moi quand j'étais jeune. Je regardais cette série-là. Je rentrais de l'école et je voulais absolument regarder cette série-là. Je trouvais ça vraiment exceptionnel. Il n'a plus jamais rien fait d'autre, hein, on s'entend, ou pas grand-chose. Donc il a décidé en 2006 de sortir une sextape montée littéralement par lui-même et puis par des monteurs en fait, hein, des gars carrément du cinéma pornographique qui s'appelle Screeched Saved by the Smell. C'est de très mauvais goût quand même. Moi ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Tom Sizemore. Oui, on pourrait dire Sizemore, mais il dit tout le temps que son nom c'est Sizemore, donc on va le prononcer Tom Sizemore. Tom Sizemore qui est aussi une grosse... carrément comme personne, c'est un gars qui a été filmé à plusieurs reprises en train de fumer du crack avec ses copains et de dire à peu près n'importe quoi. C'est un gars qui est très très... il fait penser à Charlie Sheen un petit peu. Il est très décousu dans ce qu'il dit, il est très drogué. C'est une personnalité qui essaye d'influencer toujours les plus faibles par son poids, son pouvoir au niveau j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de notoriété, donc je fais ce que je veux, tu fermes ta gueule. Je suis encore vulgaire, désolé. Bon, bref. Cette personne-là, à un moment donné, il a décidé, ah mais moi aussi je vais faire ma propre sextape, mais je vais le faire bien bien. Donc il a contacté, désolé, j'ai vraiment postillé. Il a contacté une maison de production qui s'appelle Vivid Entertainment, qui est une grosse maison de production de cinéma pornographique, et il a dit je veux faire mon propre film. Donc il y a des jeunes filles qui sont venues chez lui, ça a été filmé par des professionnels du cinéma pornographique, monté par ces gens-là aussi, et est sorti une vidéo qui s'appelle The Tom Sizemore Sex Scandal. Sizemore, pardon, Sex Scandal. Voilà. Tout orchestré et tout ça. Donc lui évidemment qui se met en scène avec des jeunes filles qui pourraient être ses propres filles ou même ses petites filles, hein, carrément. En tout cas, moi je trouve toujours ça un petit peu... Sylvester Stallone, évidemment je pouvais ne pas parler de Sylvester Stallone, tout le monde en a parlé tout le temps, lui-même en parle, hein, quelque part. Il avait fait un film érotique qui s'appelait film érotique, pas pornographique, hein, attention, il y a une différence. Donc
On peut le voir nu dedans, mais on ne voit pas les scènes filmées. C'est juste suggéré. The Party at Kitty and Studs en 1970, c'était avant qu'il soit connu, c'était avant Rocky, je te rappelle qu'il est sorti en 1975, si tu connais un petit peu l'histoire de Stallone, peut-être je ferai une vidéo à un moment donné sur ce monsieur-là. Il a été payé, fait à noter quand même $200 pour 2 jours, à savoir qu'il détient quand même le rôle principal du film. Donc le film a été tourné en 2 jours, quand même très court. Ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que, évidemment, une fois que Stallone, il n'a aucun pouvoir sur ce film-là, et il a toujours dit, on lui a demandé pourquoi vous n'avez pas intenté un procès ou quoi que ce soit pour essayer d'empêcher, comme on fait d'autres stars, la diffusion de ce film-là, pour empêcher que tout le monde le voit. Puis lui, il a dit non, mais je m'en fous, c'est un film, c'est naze comme film. Il dit, moi, Stallone, il a expliqué, moi, à cette époque-là, j'étais dans la rue. Et ce $200 là, j'en avais besoin parce que c'était soit ça, ou je mangeais pas, et j'avais plus d'appartement et j'avais plus rien. Donc je l'ai fait. Quand je l'ai fait, j'ai vu que c'était de la merde, c'était un mauvais film, mais je l'ai fait pour l'argent. Et puis quelque part, si les gens veulent le voir, ils peuvent le voir, ça ne me dérange pas. Ça n'empêche pas que moi je pense pas que ce soit un bon film. Donc c'est ça qu'il disait. Et à un moment donné, quand il a été connu, les producteurs en arrière de ça ont essayé de se faire mousser en disant on va ressortir le film en salle et ça va être 10 000 piastres. 10 000 piastres, je parle en québécois, désolé, 10 000 dollars. Bon, parce qu'ici on dit des piastres. C'est du vieux français. Donc 10 000 dollars pour distribuer le film. Et Stallone, il a dit non, non, mais il y en est hors de question. Lui, il était mort de rire. Il a dit pour 10 000 dollars, là, moi, pour 0 $, je me déplace et on va discuter ensemble. C'est pas la peine de venir voir le film et le faire distribuer pour 10 000 dollars. En 1975, après, du coup, Rocky, le début flamboyant de la carrière de Sylvester Stallone, ils ont décidé de remonter le film, donc en mettant Stallone en premier plan dans tout le film, ce qui n'était pas le cas avant, et ils l'ont renommé The Italian Stallion, c'est-à-dire les talons italiens, référence directe évidemment à Rocky. Le budget du film c'était juste 5 000 $. Là-dessus il y a un 200 $ pris par Sylvester Stallone. Différentes autres personnes qui ont fait des sextapes comme ça, très rapides. Colin Farrell, avec, je pense que c'était en 2006 ou quelque chose comme ça, avec une fille qui posait dans les magazines Playboy, une playmate comme on dit. Hulk Hogan là, l'ancien catcheur, lui, il a carrément fait une sextape avec la femme de son meilleur ami. Pourquoi pas, hein, tant qu'à faire. On va faire du scandale, faisons-en jusqu'au bout. Pamela Anderson, hein, on ne peut pas passer à côté de Pamela Anderson, qui aussi en a fait 2, elle. Elle en a fait une avec Tommy Lee, hein, le gars de Motley Crue. D'ailleurs, je te renvoie à la série télé, si tu ne l'as pas vue, qui parle de Motley Crue sur Netflix, qui s'appelle, je ne me souviens plus du titre, mais il va être au montage quelque part, si je monte cette partie-là, parce que c'est long ce que je dis. Et une deuxième avec Bret Michaels, donc moi, je sais pas, des gens... Jennifer Lopez, évidemment, qui en a fait une aussi, bah évidemment, en tout cas, Jennifer Lopez, bref. Rob Lowe. Alors Rob Lowe, lui, c'est assez particulier. Tu pourrais penser comme ça, c'est des gens qui jouent, c'est des acteurs, hein, on ne sait jamais qui ils sont réellement. Rob Lowe, tu as l'impression que c'est une bonne personne, mais quand même, la vidéo le met en scène avec de multiples partenaires, hommes et femmes, hein, il touche à tout. Et là-dedans, une femme d'ailleurs qui est mineure. Donc ça a été très très scandaleux à cause de ça. Et je terminerai avec Leighton Meester, si je prononce bien son nom, qui est une actrice à Hollywood qui essaye vainement de percer et d'avoir des rôles importants et qui du coup a décidé de sortir une sextape. C'est toujours un petit peu la même chose, ils sortent la sextape et ils disent que c'est pas eux. Non mais c'est pas moi. Comment ça c'est sorti, je sais pas. Ouais mais c'est toi qui te filmais. Non, on m'a filmé à mon insu. Ok, peut-être. On m'a filmé à mon insu, ok. Mais... que ce soit vrai ou pas, ça te profite quelque part et souvent ces gens-là en profitent pour leur carrière. Je finirai très rapidement avec Ron Jeremy, le grand Ron Jeremy que tout le monde connaît. Alors Ron Jeremy, lui, c'est un gars qui est très prolifique hein, dans le cinéma pornographique, il a toujours été depuis très longtemps, on parle des années 70. C'est un gars qui n'a jamais essayé de faire carrière dans le cinéma traditionnel, il s'en fout carrément. C'est un gars qui est une figure emblématique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde qui le connaissent. Il y avait une interview, m'avait dit ma conjointe, de filles qui sortaient de l'université d'Harvard et qui étaient fanatiques de ce monsieur-là. Quand même des filles qui pourraient avoir l'âge de leur petite fille puis qui disaient non, mais moi, demain, il n'y a pas de problème, je couche avec le Ron Jeremy. Donc c'est quand même assez impressionnant. Ce gars-là a une notoriété énorme. Il fait beaucoup d'argent dans le milieu de la pornographie, mais le cinéma traditionnel a toujours été intéressé, va savoir pourquoi, par Ron Jeremy, donc lui a toujours donné des petits rôles ou des caméos dans des films, et ça a commencé avec Ghostbusters en 1984,
Et après ça, si tu vas voir son IMDb, il y a une panoplie, il y a vraiment beaucoup de films depuis 1984 où il apparaît soit en caméo ou dans des petits rôles où il y a carrément des lignes de dialogue, quoi. Et le gars, il essaye pas de percer dans le cinéma traditionnel, il s'en fout. Donc c'est quand même bien, c'est vachement génial. J'en citerai d'autres, par exemple Killing Zoe de Roger Avary en 1994, le gars qui était un ami de Tarantino avant le fameux scandale. J'en ai parlé si tu vas aller voir la vidéo des études dans le cinéma, parce que je parlais justement de Tarantino et de Roger Avary. Spawn en 2002, par exemple, ou encore Crank High Voltage en 2009, la suite avec Jason Statham, la suite du premier Crank que j'avais pas nécessairement apprécié. Le premier Crank j'avais beaucoup aimé, le deuxième un peu moins. Et je terminerai sur Ron Jeremy, mon long monologue. J'arrête pas de parler. J'avais beaucoup de contenu. On verra au montage.